Salut tout le monde! Mon Dieu, je suis tellement contente de vous retrouver au rapport Boivin. Écoutez, deuxième saison. Merci à l'équipe de TVC Basse-Lièvre qui m'ont offert encore une fois d'animer cette émission à leur bar. Et puis, on sera aussi diffusé sur le réseau MaTV. Alors, vous regarderez les cédules de un et de l'autre. En tout cas, on est un peu partout sur leur horaire des deux. On va faire notre possible pour vous informer. En tout cas, ce qui va avoir attiré mon attention, même concept que l'année passée, ou la saison passée, je devrais dire, l'année passée, on vient de finir au mois de mai ou juin, là, mais ça a l'air d'une éternité, parce que, mon Dieu, que l'été a été long. Enfin bref, je vais y revenir. Donc, même concept, on fait un petit retour sur l'actualité passée. Je le dis en commençant, c'est le 26e chapitre. On enregistre les jeudis après-midi, donc on se trouve à être jeudi le 21 septembre. Donc, tapez-moi pas sur les doigts s'il se passe quelque chose en fin de semaine, puis j'en ai pas parlé le 21. C'est bien normal parce que j'ai pas le don, j'ai pas ce talent de voir nécessairement dans l'avenir, malgré que je pourrais vous prédire certaines choses à certains niveaux assez évidents. Ceci étant, comme je le disais, j'espère que l'été a été bonne pour vous. Même si ce n'était pas génial en termes de température, on a chialé. Mais là, ce que j'entends, parce que pendant qu'on enregistre aujourd'hui, c'est genre 30 degrés, il fait extrêmement chaud. Tant mieux, on est en train d'avoir les deux plus belles semaines d'été et ça a l'air que ça se continue encore pour un petit bout de temps. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines? C'est bien évident, vous le savez. Si vous ne le savez pas, sortez d'en dessous de votre roche, là. Il y a des élections municipales partout au Québec qui s'en viennent le 5 novembre. Ça va avoir lieu partout en même temps. Et comme ça, chaque coin de pays va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe chez eux. Moi, je sais que je disais il n'y a pas très longtemps de ça en ondes à la radio du 104.7 où je fais des commentaires tous les matins et je fais un panel avec Roch Cholette, l'animateur Roch Cholette et puis Nicolas Brisson où on discute justement de ce qui se passe au niveau électoral. Avant même que ça soit déclenché, je disais, ça va être excitant cette année. Le parti politique Action Gatineau, l'équipe Maxime Pedneau-Jobin, qui s'est lancé dans la campagne rapidement, ça va certainement susciter un intérêt. Il se retrouve déjà, je pense, 4 candidats pour le poste de maire de la ville de Gatineau. En tout cas, ça va être à suivre, malgré que je vais revenir un petit peu plus tard avec un petit peu plus de détails au niveau des enjeux, mais certainement qu'on va toucher à cette question-là des élections municipales. Je vais porter une attention particulière parce que, comme on enregistre ici dans les studios de la TVC de Basse-Lièvre, qu'on couvre le territoire de Buckingham, Masson-Angers et de la municipalité de l'Ange-Gardien, ce sera 3 coins en particulier que je regarderai attentivement au niveau des candidats, de ce qui se dit, de ce qui se fait. Fait que si vous faites des choses, organisez-vous pour que je le sache, parce que je saurai sûrement en parler. Sinon, ben, on parlera des autres secteurs de la grande ville de Gatineau. Au niveau fédéral, il n'y a pas grand-chose, là, à part, encore une fois, les parades de notre premier ministre, qui est toujours aussi populaire en termes d'image. J'y reviendrai aussi dans les prochaines semaines, c'est bien certain. On va porter une attention à la course au leadership du nouveau Parti démocratique. Oui, c'était mon ancien parti lorsque j'étais députée. Je peux vous dire, par contre, qu'à part la question du candidat Jagmeet Singh, celui qui porte un turban, un kirpan, en tout cas qui est un fier sikh. Il n'y a pas grand-chose, il me semble, en tout cas, on n'entend pas parler de grand-chose et c'est peut-être la chose la plus excitante présentement au moment où on se parle, mais on saura sûrement dans les prochaines semaines parce qu'il procède au moment où je vous parle, où on enregistre. Il procède déjà, le début du vote est déjà enclenché et du côté du NPD, c'est chaque vote est aussi important que tu aies 4000 membres au Québec ou que tu en aies 26 000 en Ontario. Bien, les 26 000 vont compter pour 26 000, puis les 4 000 vont compter pour 4 000. Alors, ce qui importe aussi dans cette élection-là, c'est comment ils vont classifier leur choix. Il n'y a pas beaucoup comparativement à la dernière fois, là, avec lorsque Jack Layton était décédé, quand Tom Mulcair avait gagné le leadership du NPD, il y avait plusieurs candidats. Cette fois-ci, je pense qu'ils sont 4. Et ça sera à suivre, bien évidemment.
Ce qui a fait beaucoup jaser dans les derniers, puis vous ne serez peut-être pas surpris parce que tous ceux qui me connaissent savent que Donald Trump, du côté de notre partenaire du Sud, me fascine depuis son élection, me fascine pas toujours dans le bon sens du terme, mais il s'en est passé plusieurs choses. Le président n'a absolument pas changé sa méthode, a été aussi actif sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, en fait seulement Twitter, où des fois il peut tweeter ça 10 fois en ligne, puis ça finit pas. Il écrit son roman, mais en 140 caractères, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et il allait allègrement avec l'enquête concernant l'implication des Russes. C'est pas fini, cette histoire-là. Ça a l'air, des fois, on a l'impression que c'est fini parce qu'on parle de beaucoup d'autres choses, mais parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses aussi. On a ce leader de la Corée du Nord, ce dictateur despote qui fait pas dans la dentelle, Kim Jong-un, qui s'amuse à envoyer des engins nucléaires, des missiles avec capacité dans le nucléaire. Et ça, c'est un peu inquiétant. Toujours en direction de la Corée du Sud. On parle du Japon aussi. Enfin bref, et la menace, c'est toujours les États-Unis. Donald Trump, qui ne fait pas dans la dentelle, a répondu assez... je dirais dramatiquement. En tout cas, c'est très différent des discours très diplomatiques qu'on est habitué d'entendre sur la scène internationale où tout le monde marche sur des coquilles d'œufs. On sait que Donald Trump, lui, dit ce qu'il pense et ça ne fait pas toujours dans la dentelle. Alors, les discours sont en train de s'enflammer. C'est à qui hurle le plus fort. Mercredi, le 20 septembre, Donald Trump faisait son discours devant les Nations unies parce qu'il y a une grosse rencontre internationale aux Nations unies. Il y a M. Trudeau qui parlait le 21, le jeudi, journée où on enregistre, qui s'en allait parler des enjeux internationaux pour le Canada. Une chose qu'on va étudier avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines, c'est la position du Canada concernant le fameux bouclier antimissile qui avait été rejeté par les libéraux au moment où j'étais là, moi, au Parlement en 2005. La base militante du Parti libéral du Canada avait fait reculer Paul Martin, le premier ministre de l'époque, son ministre de la Défense et son ministre des Affaires internationales, M. Bill Graham, entre autres. Je me souviens avoir eu tellement de discussions houleuses avec lui parce que c'était un tenant d'embarquer dans cette aventure de bouclier antimissile avec les Américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bouclier, c'est... Comme le mot le dit, c'est un peu pour se mettre à l'abri des missiles qui seraient envoyés dans notre direction. Le problème, c'est que le Canada n'est pas ciblé par qui que ce soit, même pas la Corée du Nord en passant. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'embarquer? Parce que la minute que tu embarques dans ces modes-là, ce qui a toujours été ma prétention à moi sur le sujet, c'est que quand tu prends une attitude où on s'équipe, on s'arme, parce qu'il y en a qui disent « prépare la paix », bien, pour préparer la paix, il faut que tu prépares la guerre. Il y en a d'autres qui disent « non, si tu prônes des engins de guerre, bien, tu vas périr par là où tu as péché », façon de parler. Et ça a toujours été un peu l'attitude du Canada. Nous, on n'est pas perçu comme un pays guerrier. Alors, on a toujours été longtemps perçu, jusqu'à Stephen Harper, là, comme un pays de casque bleu. Mais n'empêche, les discours s'enflamment, c'est de la surenchère, de l'enflure verbale, plus souvent qu'autrement, entre Kim Jong-un et Donald Trump. Cette semaine, Kim Jong-un parlait de Donald Trump en disant que c'était un chien qui aboyait, mais il ne faisait pas peur à la Corée du Nord. Il y a toutes sortes de sanctions. C'est, moi, je pense, la Chine qui va réussir à régler le problème de Kim Jong-un. Mais dites-vous une chose, c'est qu'en arrière de tout ça, Kim Jong-un, parce que c'est pas du pétrole là-bas, c'est pas ça qui est... C'est vraiment un ordre de pouvoir, c'est comment cet homme-là et sa petite clique s'attachent à leur pouvoir. Et pour ce faire, bien, ce qu'ils montrent à leur population, c'est comment forts ils sont militairement parlant. Et la population qui souffre de pauvreté terrible, c'est un cercle vicieux dans ce coin-là. Mais je pense que la journée où la Chine va mettre son pied à terre et va dire à la Corée du Nord, assez, c'est assez,
peut-être que ça se réglera. Mais ça va être sûrement une situation qui va se continuer, qui est extrêmement explosive, dangereuse, mais il ne faudrait pas que notre pays s'engage dans des choses qu'on a rejetées sur la base que là, les Américains, semble-t-il, pour essayer de convaincre le Canada d'embarquer puis de payer, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on paye une partie de la facture, nous disent, bien, nous autres, s'il y a un missile qui s'en va vers chez vous, puis on est équipé d'un bouclier là, pour empêcher le missile de se rendre à bon port, bien, on ne l'arrêtera pas parce que vous n'avez pas embarqué. Voyons donc, on fait partie de NORAD, là. Je verrai un missile qui s'en vient vers l'Amérique du Nord, puis les États-Unis pour l'intercepter. Enfin bref, je pense que les motifs qui existaient en 2004, 2005 et après existent toujours. Et ça, c'est des armes, en tout cas, à suivre. On verra dans quelle direction s'en ira le gouvernement de Justin Trudeau. Puis, il faut dire que Donald Trump a été aussi très occupé avec les ouragans qui ont frappé les États-Unis, entre autres la Floride et le Texas, avec les ouragans Harvey, Irma, puis là, présentement, on a l'ouragan Maria qui cause des dommages un peu partout. On dirait qu'à un moment donné, parce que c'était aux États-Unis, la Floride, là où il y a des belles grosses bicoques le long de l'océan Atlantique, et même on parlait du côté plus des Keys, que là, tout d'un coup, la planète s'est intéressée. On est toujours en période d'ouragan dans cette période-ci, mais n'empêche que les États-Unis vont avoir à dépenser beaucoup d'argent en infrastructure pour réparer des coins de pays qui ont été absolument dévastés. Ça a permis à nos grandes pétrolières d'être tellement de bons citoyens corporatifs et de hausser les prix à des montants absolument astronomiques, surtout après Harvey au Texas, en nous laissant croire que c'était parce qu'une coupe de raffinerie, alors que la plupart sont restées ouvertes et fonctionnelles, que c'était pour ça que les prix augmentaient. C'était de la spéculation et rien d'autre, parce que les réserves sont énormes. Il y en a qui me parlent de réserves de jusqu'à une trentaine d'années, si pas plus. Alors, arrêtez-moi ça, là, c'est une question d'offre et demande, de est-ce qu'on est capable de convaincre les gens de payer ce prix-là? Et il y a une grosse partie de ça, c'est de la pure spéculation, et c'est comment on décide de fixer un prix. Alors, chou à ces pétrolières, mais depuis un certain temps, on sent que ça redevient à un niveau un petit peu plus normal, parce qu'en passant, le coût du pétrole sur les marchés économiques, il n'y a même pas 50 piastres le baril. Fait qu'on va arrêter de niaiser avec tout ça. Attendez de voir le prix des oranges, attendez de voir le prix de certains légumes, fruits. Ça va être parce qu'il y a des endroits entiers qui ont été complètement dévastés. Et d'ailleurs, sortez des États-Unis, Haïti, encore une fois, qui est frappé, plein d'autres pays très, très pauvres. Alors, il va falloir que l'international travaille. Une pause, on revient. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. Et nous voici de retour au rapport Boivin. Merci d'être là en passant, c'est très apprécié. Merci de commenter aussi, puis des fois de me passer des messages. On n'est pas toujours d'accord avec ce que je dis, c'est correct. Moi, c'est juste, je peux rien qu'attirer votre curiosité personnelle. Juste au moins faire en sorte qu'on ait plus que 40 quelques % à sortir voter le 5 novembre.
pour les élections municipales, dans peu importe la municipalité dans laquelle vous vous trouvez et dans laquelle vous êtes pour nous écouter au rapport Boivin. D'ailleurs, parlant de ça, les enjeux municipaux, un peu partout, que ce soit dans n'importe quelle municipalité au Québec, un des enjeux principaux va certainement être la question des routes, du transport, parce que c'est ce qu'on entend souvent le plus parler. Ça, la qualité de l'eau, on le sait du côté de l'ouest de la ville, ils font affaire, on avait parlé dans le cadre du rapport Boivin de la saison 1, de la problématique de l'eau jaune à Elmeux, dans le secteur Elmeux. Mais la question du transport, entre autres du transport en commun, on voit que c'est déjà parti. Enfin, Action Gatineau, qui est le seul parti qui est reconnu ici dans la ville de Gatineau, il n'y a pas personne d'autre qui a formé de parti, même si on a cette impression qu'un certain nombre d'indépendants, et je mets un peu comme des guillemets fictifs, ils sont indépendants, ils n'ont pas officialisé le parti, mais ils ont l'air assez bien regroupés et on sent une certaine sympathie envers un des candidats en place, M. Tassé, pour ne pas le nommer. Alors, ça va être des choses à suivre. Beaucoup de gens se disent, mon Dieu, il me semble que c'est un départ lent pour la plupart des candidats autres que ceux d'Action Gatineau, autres que le candidat à la mairie d'Action Gatineau, d'ailleurs qui s'appelle maintenant sur les pancartes Équipe Maxime Pedneau-Jobin. Ça a fait bien jaser des gens qui disaient hey, « Comment ça, ils ont honte de leur nom? » En fait, c'est une question de marketing. C'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu équipe Paul Martin, et c'était quand même le Parti libéral, équipe Jean Charest, enfin bref. C'est souvent parce que les grands bons d'un parti font certains sondages, vérifient, font des focus group et réalisent que souvent, dans certains cas, je ne devrais pas dire souvent, mais dans certains cas particuliers, comme ici, semble-t-il, à Gatineau, le chef est plus populaire que son parti et dans ce contexte-là, ils vont mettre ça en évidence. Donc, ça a l'air que le nom Maxime Pedneau-Jobin, n'en déplaise à certains, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien pour Action Gatineau. Et ce qui m'a surpris, non, parce que ça a fait jaser le monde, c'était le fait, là, on voit beaucoup de pancartes. Là, on voit des pancartes autres que celles de l'équipe de Maxime Pedneau-Jobin. En passant, le nom du parti est encore là. Quelqu'un qui me disait, ils ont tellement honte qu'ils l'ont sorti. Non, on le voit au niveau du site Internet en dessous. Alors, ça fait partie de la pancarte aussi. Mais on a vu pousser ces pancartes, se faire installer, je pense, autour du 9 septembre, alors que la campagne officielle va être déclenchée. Je ne dis pas la campagne légale, là. Fait qu'écoutez-moi bien comme il faut pour tous ceux qui s'amusent à véhiculer que de mettre des pancartes avant le début de la campagne officielle qui est le 22 septembre, donc le lendemain de l'enregistrement de la présente émission. Que c'était pas illégal pantoute, c'est juste qu'ils ne pourront pas réclamer le coût de ces pancartes-là pour le temps où elles ont été installées. Est-ce que c'est un bon coup, mauvais coup? Enfin, moi, ce que ça me donne comme impression, après ces quelques semaines, depuis qu'on a commencé à entendre parler de certains des enjeux, on sait qu'Action Gatineau a fait une conférence de presse pour parler de sa position en matière de transport, puis je vous parlais de ça comme étant un enjeu. Comment est-ce qu'ils voyaient le transport vers l'ouest? Est-ce qu'on était pour avoir un train léger? Est-ce qu'on était pour avoir la continuation du Rapibus? On sait que du côté de Gatineau, secteur de l'Est, on va allonger le Rapibus. Moi, ce n'est pas un gain, parce que ça avait déjà été annoncé comme ça, que ça s'en allait jusqu'au boulevard Lorrain. Ça serait un gain si on m'annonçait que ça s'en va jusqu'à Buckingham. Puis, je pense qu'il va falloir aussi que les candidats des secteurs Masson-Angers et Buckingham se fassent aller la trappe un peu pour qu'on puisse sentir que c'est aussi important de s'en venir jusqu'au bout de l'Est que ce le sera de se rendre jusqu'au bout d'Elmeux au niveau de la partie ouest. Alors ça sera certainement dans les enjeux. Mais ce qui ressort ou ce qui me frappe, moi, dans tout ça, c'est le peu de force de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on n'entend pas grand-chose. On sait que il y a Mme Gonneau qui se présente à la mairie, il y a M. Tassé, il y a un M. Rémi Bergeron et il y a un M. Clément Bélanger
qui lui est arrivé en grande pompe en disant qu'il était probablement la meilleure chose qui avait été inventée depuis le ketchup Heinz. Mais entre vous autres et moi, ça restera prouvé parce qu'au moment où on se parle, la plupart des gens ne le connaissent pas. Et même s'il dit qu'il peut être aussi bon et se faire connaître aussi rapidement que M. Macron en France, mettons qu'il y a des croûtes d'humilité à manger un petit peu, mais peu importe. Peut-être que c'est vrai. Je vais donner la chance aux coureurs, mais présentement, je dirais que l'avantage est à Action Gatineau et à l'équipe du maire Penneau-Jobin pour la simple et bonne raison qu'il semble occuper tout le terrain et il semble occuper le terrain et mettre les adversaires autant dans les quartiers qu'au niveau de la ville à leur remorque. Autrement dit, ils sont toujours en réaction. Des fois, il faut que tu sois en avant de la parade un tout petit peu. Sans ça, tu es vu comme un suiveur, puis juste une personne qui réplique et non pas comme un leader. Mais c'est à suivre. Peut-être que tout va sortir le 22, puis que la campagne, quand je vous reparlerai la semaine prochaine, jeudi prochain qu'on enregistrera, peut-être que les adversaires auront été extraordinairement excitants. Il y a la question de Guertin qui va revenir, place des festivals, les taxes que vont nous offrir, suggérer les autres candidats. On se fait fort de dire qu'Action Gatineau veut monter les taxes, mais c'est ce que ça fait depuis la fusion. J'ai toujours dit, moi, que cette fusion-là n'entraînerait que des hausses de taxes. Ça peut être difficile pour les adversaires, sauf peut-être Sylvie Gonneau qui avait voté contre pratiquement chaque année. Mais pour M. Tassé, ça risque d'être un peu plus difficile parce qu'il est le père de certaines de ces taxes-là. Alors, comment est-ce qu'il annoncera un gel? Puis faites attention, tu sais, quand on vous annonce un gel, qu'est-ce qu'on va faire? Où on va geler? Quel genre de service il va manquer? Mais en tout cas, l'état des routes. À suivre définitivement. On a tous été interpellés par le drame humain concernant cette cavale de M. Hugo, puis je ne devrais pas dire M. d'Hugo Fredette, qui avait pris son petit, avait kidnappé son petit après avoir... il est accusé présentement, il n'a pas été reconnu coupable, mais semble-t-il qu'il aurait, alors je mets le conditionnel, tué son ex-conjointe, a kidnappé son enfant. Il y a eu une alerte Amber, recherche partout. Finalement, on l'a retrouvé du côté de Renfrew. Entre-temps, il avait aussi volé le véhicule ou pris le véhicule d'un monsieur Yvon Lacasse. Il y a eu vraiment là, toute une recherche qui a été mise en place, toute une battue par la Sûreté du Québec et d'autres corps policiers pour tenter de retrouver M. Lacasse. Sa famille était évidemment dans tous ses états parce que on ne savait pas où il était suite à la prise de son véhicule par Hugo Fredette, qui a fait une tentative de suicide en passant, qui est à l'hôpital civique à Ottawa, en attendant de comparaître dans une cour de justice au Québec. Enfin bref, ça se termine, j'ose même pas dire bien, pour le petit, parce que maintenant, il va falloir qu'il apprenne à vivre à travers tout ça. On va lui laisser de l'espace. J'espère qu'on va le ramener un peu dans l'anonymat pour ne pas vivre tout le calvaire qui s'en vient et les faits qu'on apprendra à travers les différents procès qui vont s'enclencher concernant les allégations de meurtre contre son père, Hugo Fredette. Et quant à la famille Lacasse, bien, ils disent merci aujourd'hui qu'on a retrouvé leur père, parce qu'ils vont pouvoir commencer leur deuil, mais assurément que ce ne sont pas des moments faciles pour ces petites familles-là. Pendant ce temps-là, bien, à Québec, on est chanceux. Le ministre de la Santé, après avoir offert des grosses augmentations aux omnipraticiens, puis les médecins de médecine générale, et ça grognait des partis d'opposition. Alors, pour faire un peu dévier la conversation, c'est un peu l'impression que ça a donné, a annoncé qu'il était pour sortir l'argent, je pense que c'est 36 millions, pour permettre l'embauche de travailleurs, de préposés aux bénéficiaires, pour pouvoir enfin offrir à nos aînés, ces mal-aimés de la société, un deuxième bain par semaine s'ils le désirent. Qui ne désirerait pas un deuxième bain par semaine, de grâce, de dire qu'il faut que ça fasse tout un paquet de chichis pour qu'on en soit là, ça montre tout le respect que la société québécoise a pour ses aînés, et ça, je trouve ça particulièrement regrettable. Notre société est aussi forte que la façon qu'on traite les enfants et les aînés. On a beaucoup d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a beaucoup d'aînés qui sont abandonnés. C'est pas demain la veille que ça va commencer le deuxième bain, fait que retenez pas votre souffle, là, ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que le temps qu'ils engagent les préposés aux bénéficiaires, le temps qu'ils les forment, alors on verra bien si ça va être pendant la campagne électorale de 2019.
que de 2018, pardon, qu'on en entendra un petit peu plus parler dans le concret. Mais bonne nouvelle, je dois en convenir. Pendant ce temps-là, à Ottawa, bien, on a un ministre des Finances, puis on saura y revenir en temps et lieu aussi, qui a fait une petite erreur de calcul de 11 milliards de dollars. Tout le monde y tape sur l'épaule. « Hey, le déficit est bien moins gros. » Rappelez-vous, en campagne électorale, moi je m'en rappelle, j'y étais, en campagne électorale de 2015, ils nous annonçaient des déficits pas plus gros que 10 milliards et qu'ils nous annonceraient rapidement quand est-ce qu'ils reviendraient à l'équilibre budgétaire. Ça, on a mis ça au calendrier grec. Là, on parle de peut-être 18 milliards plutôt que 10 milliards. Alors, honte à eux. Mais en même temps, on nous dit, ouais, mais c'est pas pire parce qu'on pensait que c'était, on avait budgété 25 milliards ou à peu près, là. Dans ce contexte-là, on est de très bons gestionnaires. Problème, c'est que quand tu regardes où ils ont fait l'économie, supposément économie, c'est parce qu'ils n'ont même pas commencé les gros dossiers d'infrastructure dans lesquels ils vont engloutir une fortune. Ça va peut-être être très bon pour l'économie canadienne, j'en conviens. Mais là, présentement, ils sont en déficit de 18 milliards, 8 milliards de plus que ce qu'ils avaient promis. On ne sait pas quand l'équilibre budgétaire va revenir, puis ils n'ont même pas commencé à faire les grosses dépenses. Alors, pourquoi ça m'inquiète? Parce que quand on sera plusieurs à la pension, là, je ne sais pas comment notre pays va être capable de subvenir aux besoins de toute sa population. Enfin, à suivre ça aussi. Fait que ça, il y a ça à Ottawa, mais on a tellement de dossiers importants du côté d'Ottawa. On a tout le dossier du pot. Écoutez, là, tant qu'on ne réglera pas cette question-là, je ne sais pas ce qu'on va faire, nous autres, dans ce beau et grand pays. Alors, le train du pot fédéral est en pleine course, en pleine vitesse, puis en haute vitesse. On veut absolument que tout soit en place pour le 1er juillet prochain. Il y a des comités qui se penchent sur la question du côté de Québec, du côté d'Ottawa. Tout le monde vient dire « Attention, il y a tellement de détails à régler. On met-tu 21 ans, 25 ans, 18 ans? Ah, et j'en passe. On permet-tu aux gens de fumer quelque part dehors ou juste en dedans? Si les propriétaires ne veulent pas, eux autres, on fait quoi? » En tout cas, vous voyez le genre de questions. Et puis, on se lance des insultes. On traitait, c'est un ancien ministre conservateur qui traitait la ministre de l'Environnement de Barbie de climat. Il faut le faire. Ça vole pas haut du côté fédéral. Mais autant c'est déplorable, ces propos-là, qu'a tenu l'ancien ministre Ritz, qui prend sa retraite de son rôle de député, autant est déplorable l'attitude libérale. Si tu veux aller sur la place publique puis t'offusquer d'une façon d'être traité, revire-toi pas de bord, Parti libéral, puis réclamer à ton monde de l'argent en te servant de cette histoire-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement indécent avec cette attitude-là. Bien, c'est déjà la fin. Boivin, elle dit plus rien. À la semaine prochaine.